La princesse Anne a récemment révélé l'une des dernières volontés du roi Charles, une requête profondément personnelle qui a surpris les princes William et Harry. Au sein d'une famille marquée par des tensions latentes et une distance tacite, la demande du roi a stupéfié ses fils, les laissant perplexes quant à la suite des événements. La tension était palpable dès l'arrivée du prince Harry seul à Windsor pour cette réunion inattendue. L'absence de Meghan n'est pas passée inaperçue, suscitant des murmures parmi le personnel avant même le début de la rencontre. En envoyant uniquement Harry, le couple a envoyé un message clair et silencieux sur l'état de ses relations avec la famille royale. Dans les grandes salles, un silence pesant régnait. Le roi Charles avait convoqué tous ses subordonnés, mais l'atmosphère était chargée de non-dits. La sécurité avait été renforcée, signe évident que cette réunion dépassait largement le cadre des simples politesses familiales. La véritable surprise fut que Charles, qui prenait habituellement la parole, eut choisi de ne pas s'exprimer lui-même. C'est la princesse Anne qui fut chargée de transmettre son message. Cette rupture avec la tradition révéla immédiatement la gravité de la situation. Nombreux étaient ceux qui n'avaient pas vu le roi depuis des semaines et son apparence témoignait de la souffrance liée à ses problèmes de santé. Debout devant sa famille, Anne incarnait le calme absolu. Son corps rigide portait le poids de sa tâche. Lorsqu'elle prit la parole, ses mots transpercèrent de la tension palpable comme un couteau brûlant. Il ne s'agissait pas d'une simple annonce royale, mais d'un bouleversement majeur pour l'avenir de la monarchie. Ce qui devait être une transition progressive s'accélérait désormais. La monarchie, semblait-il, subissait une refonte complète. Le visage de William trahissait son choc face à l'ampleur de la responsabilité qui lui était confiée. Le calendrier de son accession au trône avait été considérablement raccourci. Ce qui devait prendre des années se réduisait désormais à quelques mois. Harry Henry Trait perçut le changement irréversible qui s'était opéré. Leurs regards se croisèrent un instant, une compréhension tacite s'établissant entre eux malgré la distance qui s'était installée. En quelques instants, des disputes éclatèrent. Le prince Edward, d'ordinaire pacificateur, se retrouva pris au piège des tensions familiales grandissantes. Même Camilla, souvent réservée sur les questions familiales, exprima ses inquiétudes face à la rapidité des changements. Chacun peinait à comprendre cette transformation soudaine. Mais Charles n'avait pas pris cette décision à la légère. Sa santé déclinait et il savait que l'avenir de la monarchie reposait sur cette restructuration. Les années de scandales, de méfiance du public et de divisions internes avaient atteint un point de non-retour. Anne avait été choisie avec soin après de longues délibérations pour transmettre ce message. Charles, affaibli, avait passé d'innombrables nuits blanches à peaufiner et remanier l'annonce, ne consultant que ses conseillers les plus fidèles. Au sein de la famille royale, Anne était connue pour sa franchise, un trait de caractère qui la mettait parfois en porte-à-faux avec la préférence de la monarchie pour la diplomatie. Mais en ce moment précis, son approche directe était exactement ce dont Charles avait besoin. Dans une famille où les vérités dérangeantes étaient souvent dissimulées sous un voile de cérémonie, Anne était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance pour parler franchement. Lorsqu'elle eut terminé, un long silence s'installa. Même le personnel présent semblait retenir son souffle. Le poids de siècles de tradition paraissait sur le point de s'effondrer à tout instant. Le plan de Charles ne se limitait pas à la transmission du trône. Il s'agissait de repenser entièrement la place de la monarchie dans le monde moderne. Face à une popularité en berne et à la montée du sentiment républicain dans les pays du Commonwealth, Charles savait que l'institution ne pouvait poursuivre sur sa lancée. De récents sondages révélaient une chute brutale du soutien parmi les jeunes Britanniques, une tendance que Charles ne pouvait plus ignorer. Son plan prévoyait de réduire le nombre de membres actifs de la famille royale, d'ouvrir les propriétés royales au public et de réformer en profondeur les finances de la monarchie d'une manière impensable sous les règnes précédents. Il ne s'agissait plus de tradition, mais d'assurer la survie de la monarchie dans une ère de scepticisme. William hériterait certes du trône, mais la monarchie se repensait. Les titres n'étaient plus le seul enjeu. Il s'agissait d'influence d'image publique et de la capacité de la monarchie à conserver son importance après toutes les épreuves traversées.
La décision de Charles n'a pas été prise isolément. Elle a été façonnée par près d'un siècle d'histoire royale. La crise d'abdication de 1936, lorsque Edward VIII a abdiqué à contraindre son frère George VI, pris au dépourvu à monter sur le trône déstabilisant presque la monarchie. Puis à la mort prématurée de George en 1952, sa fille Élisabeth II a hérité du trône à un âge inattendu, assumant d'énormes responsabilités que la plupart n'imaginaient pas avant la quarantaine. Charles a grandi en voyant sa mère sacrifier sa vie personnelle à ses devoirs. Leur relation tendue, Louis a donné une vision complexe des obligations royales. Voyant la couronne absorber l'identité de sa mère, il a très tôt compris que le pouvoir n'avait rien de glorieux. Il l'isolait, faisant d'elle un symbole vivant de l'État. Ses désirs personnels passaient toujours après les attentes du public. À la mort d'Élisabeth en 2022, la monarchie a perdu son dernier pilier de stabilité. Ses 70 ans de règne avaient masqué les problèmes profonds de l'institution. Le diagnostic de cancer de Charles peut, après d'abord tenu secret, a révélé que le temps était désormais un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Soudain, assurer l'avenir de la monarchie est devenu une priorité absolue. Après des décennies passées à se préparer à devenir roi, Charles se retrouvait confronté à la possibilité très réelle que son règne soit écourté par la maladie. Alors que sa santé déclinait, Charles était déterminé à ce que William n'hérite pas des mêmes faiblesses institutionnelles qui avaient rendu sa propre transition si difficile. Charles avait toujours été un héritier patient, mais le temps se pressait. La couronne n'était plus un simple symbole. Fragile, elle nécessitait d'être protégée des critiques extérieures et des luttes intestines. Chaque apparition publique exigeait une préparation médicale. Avec des médecins toujours à sa disposition, Charles étudia les monarchies européennes et le chaos qui suivait les abdications précipitées. Il ne voulait pas reproduire leurs erreurs. Ses décisions étaient axées sur la survie de l'institution et non sur sa propre gloire. Il mit en place de nouvelles mesures de transparence financière, entama des discussions sur la restitution des objets royaux aux anciennes colonies et commença à transformer certains domaines royaux en logements sociaux. Autant de mesures qui auraient été inimaginables sous les monarques précédents. En coulisses, William et Kate assumaient discrètement davantage de responsabilités. Selon certaines sources, William recevait désormais les boîtes rouges du gouvernement aux côtés de son père. Un transfert de pouvoir progressif, mais clair. L'implication de William dans les réunions avec le premier ministre et les dirigeants internationaux s'intensifiait. Il était préparé pas à pas au poids de la couronne. Kate s'est naturellement imposée au centre de la vie royale, sans fanfare ni annonce officielle. Là où Diana avait peiné à supporter les contraintes de la vie royale et où Meghan les avait finalement rejetées, Kate a fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Elle a assumé des responsabilités en solo, géré des programmes relatifs au développement de l'enfant et à la santé mentale, et reçu des dignitaires étrangers avec une assurance tranquille qui a impressionné même les diplomates les plus chevronnés. Elle est devenue une figure de stabilité sur laquelle le public et la famille royale pouvaient compter. Bien que William soit destiné à porter la couronne, Kate devenait le pilier émotionnel de l'avenir de la monarchie. Sa relation avec Charles, d'abord formelle, s'était muée en une véritable complicité. Le roi sollicitant de plus en plus ses conseils sur les affaires familiales, Charles reconnut en elle la stabilité qui avait initialement manqué à son propre mariage. Contrairement à nombre de celles qui épousèrent un membre de la famille royale, Kate apporte l'authenticité plutôt que des liens aristocratiques. Ses origines modestes, jadis subtilement moquées par certains courtisans jugées trop communes, représentaient désormais un lien essentiel avec la vie britannique ordinaire. La reine Elizabeth avait très tôt perçu sa présence rassurante, tandis que d'autres, comme Camilla, la considéraient initialement comme une menace potentielle pour leur influence. La force de Kate résidait dans sa capacité à garder les pieds sur terre malgré son entrée dans une institution fondée sur la tradition et la hiérarchie. Sa gestion de défis publics a prouvé sa valeur à maintes reprises. Lorsque Meghan Markle a affirmé que Kate l'avait fait pleurer pendant les préparatifs de leur mariage, Kate a gardé un silence digne. Elle n'a fait aucune déclaration ni accordé d'interview. Elle a simplement poursuivi son travail avec une visibilité accrue.
Cette retenue a démontré une force qui a impressionné les conseillers royaux et le public. Sa cote de popularité a constamment dépassé celle de la plupart des autres membres de la famille, y compris celle de William à certains moments. Derrière les murs du palais, l'influence de Kate s'étend bien au-delà des apparitions publiques. Elle a modernisé certains aspects de l'éducation royale, insistant pour que ses enfants vivent des expériences en dehors du cocon de privilèges. Elle a gagné la confiance par son jugement sûr et sa constance lors des réunions privées du conseil, tandis que d'autres faisaient de la une des journaux avec des scandales. Kate a bâti sa crédibilité par un service fiable. Lors du couronnement de Charles, sa présence a affirmé la direction que prend la monarchie. L'avenir se tient fièrement aux côtés du présent prêt à prendre le relais en cas de besoin. La monarchie fait face à un examen sans précédent à l'ère numérique. Les réseaux sociaux ont transformé l'interprétation des actions royales, chaque apparition étant disséquée par des millions d'internautes. Les experts en relations publiques rattachés au palais surveillent désormais l'opinion publique en ligne 24 à 24 et 7, J7, fournissant des rapports quotidiens sur la perception des activités royales. Cela représente un changement fondamental par rapport à l'époque d'Élisabeth, où l'opinion publique se développait plus lentement par le biais des médias traditionnels. Charles a pris conscience de cette nouvelle réalité dès le début de son règne. Il a créé le premier conseil royal des médias sociaux, composé de conseillers traditionnels et de spécialistes du numérique, afin d'élaborer des stratégies de communication en ligne. Malgré les réticences initiales de certains courtisans plus âgés, cette approche a permis à la monarchie de réagir plus efficacement aux controverses avant qu'elles ne s'enveniment. Pendant ce temps, le prince Harry reste tiraillé entre deux mondes. Sa vie en Californie lui permet de s'enraciner tandis que son identité britannique le rattache à l'institution qu'il a quittée des années après s'être retiré de ses fonctions royales. Il continue d'influencer l'avenir de la monarchie de par son ascendance et son discours sur la vie royale. Malgré des déclarations publiques soigneusement élaborées sur l'amour familial, la relation entre Harry et William demeure profondément endommagée. Ils n'ont pas eu de véritable conversation depuis des années et les tensions n'ont fait que s'accroître après l'interview de Harry et Meghan par Oprah Winfrey qui a révélé des discussions familiales privées concernant la couleur de peau potentielle de leurs enfants. Les mémoires de Harry, Spare, ont-ils encore creusé le fossé avec des révélations sur des altercations physiques entre les frères et des portraits peu flatteurs de William et Kate. Des membres du personnel du palais ayant servi les deux frères rapportent que William refuse de parler de Harry en privé, changeant immédiatement de sujet dès que son nom est mentionné. Des rumeurs persistent selon lesquelles Harry aurait préparé d'autres révélations mais ne les aurait pas encore publiées. Des sources proches des Sussex suggèrent que des chapitres entiers ont été retirés de Spare avant sa publication sur les conseils de leurs avocats. Certains pensent qu'il attend un moment de réconciliation, tandis que d'autres croient qu'il attend de voir quel genre de roi William deviendra. L'existence de ces révélations potentielles crée une anxiété constante au sein du palais. Mais la possibilité pour Harry de réintégrer la famille royale ne dépend peut-être plus de lui. Ce pouvoir repose de plus en plus sur William, dont la position se renforce au gré des fluctuations de la santé de Charles. La dynamique a fondamentalement changé. Harry ne peut plus s'en remettre à son père comme autorité suprême quant à son statut. L'avenir est entièrement entre les mains de son frère. Alors que William se prépare à assumer le rôle de roi, son approche semble plus affirmée que celle de son père. Tandis que Charles encaissait les conflits familiaux en silence, souvent en intériorisant le stress, William paraît prêt à établir des limites et des attentes claires. Selon des sources proches du palais, l'un de ses premiers actes en tant que roi pourrait être de retirer officiellement à Harry et Meghan leur titre d'Altesse royale, qu'ils ont conservé, mais dont ils ont accepté de ne plus se servir en se retirant de leurs fonctions royales. William estime que la monarchie a besoin d'une définition plus précise de ses représentants dans un paysage médiatique où toute déclaration peut être relayée dans le monde entier. Ceux qui choisissent de quitter la monarchie ne devraient pas conserver de titres liés à l'institution qu'ils ont abandonnée. Cette position s'est durcie,
lorsque Meghan a récemment été qualifiée d'Altesse royale dans un message republié par un diplomate étranger, malgré les accords de ne pas utiliser ce titre. Pour William, cela a mis en lumière la confusion persistante concernant leur statut et la nécessité de clarifier les limites. Un autre défi majeur pour la monarchie réside dans ses relations avec les nations du Commonwealth. Sous le règne d'Elizabeth Eyre, sa popularité a contribué au maintien de ces liens, alors même que de nombreuses anciennes colonies réévaluent leurs relations avec la Grande-Bretagne. Depuis sa mort, plusieurs pays des Caraïbes ont entamé des procédures officielles pour destituer le monarque britannique de ses fonctions de chef d'État. À l'instar de la Barbade en 2021, Charles Eyre a abordé cette question avec pragmatisme plutôt qu'avec résistance. Il a reconnu en privé que cette évolution était inévitable et potentiellement salutaire. Au lieu de lutter pour conserver un leadership symbolique, sa stratégie s'est concentrée sur la transformation de ces relations en partenariats significatifs fondés sur des intérêts communs plutôt que sur une obligation historique. Cette approche a surpris nombre de ceux qui s'attendaient à ce qu'ils défendent avec plus de vigueur les rôles traditionnels. Le prince William a joué un rôle central dans la mise en œuvre de cette nouvelle vision. Ses tournées dans les pays du Commonwealth privilégient désormais les initiatives climatiques, les partenariats éducatifs et les échanges culturels aux dépens des obligations protocolaires. En coulisses, il rencontre des jeunes leaders du Commonwealth afin de comprendre leur point de vue sur le rôle futur de la monarchie. Ces échanges ont parfois mis en lumière des réalités délicates quant à la perception du passé colonial britannique par la jeune génération. Cette transition représente l'un des changements les plus importants de la politique étrangère britannique depuis des décennies. Pendant des siècles, ces relations ont été fondamentales pour l'influence mondiale de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, Charles et William reconnaissent tous deux que s'accrocher à des structures de pouvoir obsolètes ne fera qu'accélérer leur déclin. Ils s'efforcent donc de bâtir une relation au sein du Commonwealth fondée sur le respect mutuel plutôt que sur les divergences historiques. Pour Charles, dont le règne a été assombri par des problèmes de santé et le long héritage de sa mère, son dernier souhait royal dépasse le cadre des cérémonies officielles. Il espérait une réconciliation familiale, non une réconciliation complète, mais au moins une ouverture permettant de renouer le dialogue. D'après ses proches, il passe ses soirées à regarder des photos de famille d'une époque plus heureuse, notamment celle montrant William et Harry enfants. Il ne souhaitait pas que Harry reprenne pleinement ses fonctions royales, mais il ne voulait pas non plus qu'il soit définitivement mis à l'écart. Le roi a maintenu une communication privée avec Harry par l'intermédiaire d'intermédiaires de confiance, même lorsque le dialogue direct est devenu trop difficile. Charles était convaincu que les liens familiaux impliquaient des responsabilités qui ne pouvaient être effacées par la distance ou des désaccords publics. Son point de vue était nuancé. Il cherchait à protéger la monarchie tout en reconnaissant des liens du sang qui transcendaient les considérations institutionnelles. Il espérait laisser derrière lui non seulement une institution fonctionnelle, mais aussi une famille qui ne se soit pas complètement désintégrée. Cette préoccupation s'est intensifiée à mesure que sa santé déclinait, rendant urgent de panser les plaies familiales avant qu'il ne soit trop tard. La princesse Anne a transmis ce message avec sa franchise habituelle lors de la réunion de Windsor, une franchise respectée par William et Harry pour son approche pragmatique. Elle a transmis le souhait de Charles par devoir plutôt que par émotion. Mais même elle comprenait que la réconciliation dépendait de la volonté des deux parties, une volonté dont elle doutait en privé qu'elle soit suffisante pour combler le fossé. L'équipe médicale du roi a déconseillé tout stress émotionnel pendant son traitement, rendant impossible une intervention directe dans la relation entre les frères. Il a donc chargé ses conseillers les plus proches d'identifier des pistes de communication qui pourraient être activées le moment venu. Ces plans sont conservés dans un coffre-fort privé dans son bureau personnel et ne seront mis en œuvre que si son état s'aggrave considérablement. La monarchie peut organiser des cérémonies et publier des communiqués, mais elle ne peut panser les blessures émotionnelles par décret royal. Elle ne peut effacer les révélations publiques ni réparer les trahisons privées par le protocole. Charles a tenté de créer un climat de compréhension.
Mais il n'a désormais plus la main sur cette opportunité, car son attention est nécessairement tournée vers ses problèmes de santé. La décision revient à William. Son règne à venir n'est pas qu'une simple formalité. Il représente un choix fondamental quant à l'avenir de la monarchie et à la capacité de la famille à trouver un terrain d'entente après des années de conflits publics. Respectera-t-il le souhait de son père d'une légère ouverture, ou refermera-t-il fermement la porte ouverte par Harry? La réponse façonnera non seulement les dynamiques familiales, mais aussi la perception du public envers la monarchie pour les décennies à venir. Derrière les murs du palais, les conseillers débattent des stratégies et du calendrier. Certains préconisent une rupture nette, la suppression des titres, la clarification de l'ordre de succession et l'avènement d'une monarchie simplifiée centrée uniquement sur ceux qui lui sont restés fidèles. D'autres mettent en garde contre le risque qu'une telle décision suscite la sympathie du public pour Harry et Meghan, surtout si elle coïncide avec le déclin de la santé de Charles. Les historiens royaux rappellent aux deux camps que historiquement les familles divisées ont fragilisé l'institution. Mais la décision finale de William demeure imprévisible. Ses proches font état d'une confiance croissante en son jugement et en sa capacité à prendre des décisions difficiles. Le dernier message de Charles n'était pas une simple requête. C'était un test de la vision de William pour l'avenir de la monarchie et de sa capacité à concilier les besoins de l'institution et les liens familiaux. Le roi Charles a hérité de bien plus qu'une couronne. Il a hérité d'une monarchie tiraillée entre tradition et transformation. L'institution jadis, définie par le cérémonial et le silence, se trouve désormais confrontée à un monde où la visibilité est primordiale. Et le silence est souvent perçu comme de l'indifférence. Charles le sait. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'est pas monté sur le trône subitement. Il a attendu des décennies observant l'évolution de l'opinion publique, l'effondrement des institutions et apprenant ce qu'aucun roi avant lui n'a eu à apprendre, comment gouverner à une époque où le leadership lui-même est remis en question. Dès le début de son règne, Charles a clairement indiqué que sa monarchie ne serait pas un spectacle. Elle serait plus sobre, plus réfléchie et plus à l'écoute du contexte social. Sa vision a toujours inclus une famille royale plus restreinte, moins d'apparitions publiques, moins de membres actifs de la famille royale, moins de fonctions financées par les contribuables. Il ne s'agit pas seulement d'une mesure d'économie, mais d'une tentative de reconstruire la confiance en faisant preuve de retenue et de pertinence. La reine Elizabeth II défunte était un symbole de continuité. Charles, au contraire, souhaite incarner l'adaptation. Il constate que la société a évolué. Le peuple exige de la transparence. Il remet en question le pouvoir héréditaire. Il interroge tout de la richesse aux traditions. Charles comprend que la monarchie moderne doit non seulement survivre à ces interrogations, mais aussi prouver sa valeur par sa conduite et ses réformes. C'est un équilibre délicat, honorer le passé, tout en s'adaptant aux nouvelles attentes du public. Mais redéfinir l'identité de la monarchie n'est pas une tâche que Charles peut accomplir seul. Il est entouré d'une équipe de membres seniors de la famille royale de plus en plus réduite. Le prince William et la princesse Kate sont essentiels à l'avenir de la monarchie. Ils suscitent la sympathie du public et attirent l'attention internationale. Mais les récents problèmes de santé qui ont touché Charles et Kate ont entraîné une baisse de leur visibilité et une augmentation de leur charge de travail. À l'ère des médias, l'absence devient rapidement une vulnérabilité. Lorsque des personnalités clés disparaissent de la vie publique, les spéculations vont bon train, et une fois lancées, il est presque impossible de les contenir. C'est pourquoi Charles a discrètement fait de la gestion des médias une priorité. Il n'a pas déclaré la guerre à la presse, mais il a instauré de nouvelles règles. Sous son impulsion, les engagements royaux sont plus courts, plus restreints et plus sélectifs. Les photographes ne circulent plus librement. L'information n'est partagée qu'en cas de nécessité. Les moments spontanés se font plus rares, les fuites moins fréquentes et les apparitions plus préparées. Il ne s'agit pas d'un repli, mais d'une stratégie visant à protéger l'image de la famille tout en préservant sa dignité. Charles est conscient que la monarchie ne maîtrise plus le discours public de facto.
La décision du prince Harry et de Meghan Markle de s'exprimer publiquement à travers des interviews et des accords de diffusion en continue à démontrer au monde entier que le silence du palais n'est plus efficace. Cette situation a créé un contexte où les émotions et les conflits ont été diffusés à l'échelle mondiale. Et la famille royale a été contrainte de réagir non pas par des communiqués de presse, mais par ses actes. La réaction de Charles a été de garder son calme et d'éviter les contre-attaques publiques. Mais en privé, il réorganise la manière dont la monarchie gère son image publique. Dans cette nouvelle identité, contrôle et prudence sont essentiels. La relation de la famille royale avec les médias a été transformée. Charles a approuvé des audits internes de la communication et limité l'accès des initiés. Selon certaines sources, la surveillance des fuites est renforcée et les relations avec la presse sont encadrées de manière plus directe. Ce changement, bien que discret, marque une évolution subtile des rapports de force. Le roi n'est plus seulement une figure cérémonielle. Il est le maître d'œuvre de l'image publique de la monarchie. Mais cette prudence a un prix. Plus la famille se fait discrète, plus le public spécule. Dans le monde actuel, le mystère n'inspire pas l'admiration, mais le doute. L'Écureuil s'efforce de préserver le prestige de l'institution sans paraître distant ni indifférent. C'est peut-être là le plus grand défi de sa fonction, rester présent sans trop s'exposer. Jusqu'à présent, l'approche de Charles est restée cohérente. Il modernise par la discipline, non par le spectacle. Il redéfinit l'identité de la monarchie en réduisant sa taille et en renforçant son contrôle. Il ne recherche pas la popularité, mais la légitimité. Et pour lui, la légitimité doit découler de la responsabilité, non du charme. Cette version de la monarchie ne plaira peut-être pas à tous. Elle est plus discrète, plus prudente et plus encadrée que jamais. Mais pour Charles, il ne s'agit pas de performance. Il s'agit de préparer l'institution à vivre à une époque où plus rien n'est sacré et où tout est public.